Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dimanche 7 octobre 2018, mesdames, messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Il y a 48 heures, la communauté internationale a célébré la journée internationale des enseignants. C'est ce vendredi-là qu'une grande pluie a choisi pour s'inviter dans les milieux enseignants. À l'école primaire publique de Potémé, une salle de classe des enfants de moins de 10 ans s'effondre, bilan une dizaine de blessés. Quel peut être le sens de cet incident? Bientôt 60 ans que le Togo est devenu indépendant, mais comment comprendre que le pays peine à disposer partout de centres d'enseignement de qualité, incluant sécurité, assurance et confort des enseignants et des apprenants? Ce même vendredi, des milliers d'autres Togolais plus chanceux, puisqu'ils vivent l'une des constructions en banco et en paille, ont battu les pavés de Bekota, de Bel et d'Enfamé. Ils célébraient en réalité les 28 ans du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Au devant, le Front citoyen Togo debout, mais derrière de nombreux soutiens associatifs et politiques. Que retenir de cette nouvelle manifestation? Entre 28 ans de processus de démocratisation, qui peut révéler le nombre exact de marches, sit-in et autres manifestations publiques que le Togo a enregistrées? Toutes ces manifestations ont-elles pu faire avancer au Togo les questions de transparence, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme? Avant vendredi, ce sont les femmes qui ont porté jeudi sur la place publique d'autres questions, celles des droits de la femme. Non, c'est non, c'est le titre de la campagne contre les agressions sexuelles. En réalité, les panneaux d'interdiction de passage ne signifient-ils pas parfois sens unique, comme pour dire que les femmes n'offrent en priorité qu'un seul passage? L'actualité des vidéos est une nouveauté sur les réseaux sociaux au Togo. Ce qui n'est pas nouveau, ce sont les analyses et commentaires des pro et anti-pouvoir. Depuis des années, ils se déchirent, s'insultent parfois. Les derniers sujets des débats portent sur le recensement électoral, l'appel de la coalition au boycott, la nomination d'un patron à la force sélection 2018, le Conseil des ministres, la grève de la faim de Nicodème Abia, les plaintes du chef de file de l'opposition contre un journaliste et puis le deuil dans la grande famille de la presse togolaise. C'est Pascal Adoko, secrétaire général adjoint de la CDPA, qui est notre invité du jour. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Cher invité, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je dirais togolaisement. Un fond de tristesse, mais dans l'espoir. Bien, merci. C'est une semaine difficile pour la presse togolaise, il faut le dire. Elle a perdu 3 hommes, la presse togolaise. Le directeur par intérim de Radio Kara, et puis Jean-Jo de Radio Victoire, et puis hier, Akwe Pakpo Mionovi, ancien journaliste de Radio Lomé, de Radio Maria et du journal Présence chrétienne. Au nom de Pyramide FM, nous tenons à présenter nos condoléances aux familles éplorées. Voilà donc pour la triste actualité des médias au Togo en cette semaine. Réaction? Ma première réaction, c'est d'apporter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et aussi à la grande famille de la presse. Parce que tous ces acteurs que vous venez d'énumérer ont marqué leur temps. Que ce soit M. Akwe Mionovier, le dernier en date, mais le plus ancien du lot. Il a bercé notre jeunesse avec des émissions chrétiennes à Radio Lomé. Jean-Pierre Jean-Jo, je le suis quasiment tous les jours parce que c'est quelqu'un qui est engagé, déterminé pour la qualité du sport au Togo et en particulier du football. Et c'est quelqu'un qui dit la vérité avec conviction, qui fouille et qui nous apporte la lumière, puisque notre pays a la réputation de ne rechercher que l'ombre. C'est quelqu'un qui apporte de la lumière sur tout ce qui est ombrageux, tout ce qui est noyé au niveau particulièrement de la Fédération togolaise de football. Votre confrère de Radio Kara, je le connais très peu, je l'avoue, mais je pense que pour avoir atteint le niveau là, c'est quelqu'un qui a certainement de la mérite, du mérite, je veux dire, pardon. C'est quelqu'un qui a certainement du mérite. Maintenant, il est directeur par intérim
Est-ce que certains n'ont pas voulu qu'ils deviennent réellement directeurs? Je ne sais pas. Mais mon rôle n'est pas là. Je ne présente que mes condoléances à tout le peuple togolais. Bien, merci pour cette actualité de la presse. Et pas très loin de cette actualité, des enfants qui ont été blessés cette semaine. L'information nous vient de la préfecture du Bamono, et plus précisément d'Afagnan. Des dizaines d'enfants ont été blessés vendredi parce qu'ils n'ont plus été invités au moment où les enfants étaient encore en classe. Et la classe s'est effondrée. Et quelle est votre réaction? Je rappelle que vous avez été enseignant. C'est pour ça que d'entrée de jeu, j'avais parlé de fond de tristesse. Parce que quand j'ai eu cette information, ça m'a rappelé un mauvais souvenir. Que mon épouse me pardonne, mais je vais le dire. Mon épouse est institutrice. Elle est à la retraite aujourd'hui. Mais quand elle portait ma première fille dans son ventre, elle a subi ce que vous venez de décrire. Et pour protéger la grossesse, elle s'est agenouillée pour recevoir la charge sur le dos. Elle est sortie blessée. Heureusement, elle est toujours vivante. Ma fille aussi est née. Et je pense que quand je revois ça et je vois le gaspillage qui entoure la gestion de notre pays, des milliards que les gens volent à tour de bras, je me dis, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Notre système éducatif, j'y ai concouru en tant que professeur de mathématiques. Et pour notre période, nous le faisions avec foi en tant qu'enseignants. Mais nous ne sommes pas satisfaits du cadre du système éducatif togolais. Les efforts ne sont pas faits. Alors là, pas du tout. Vous savez, j'ai toujours dit que nous devrions nous mettre ensemble pour réfléchir pour un système éducatif efficace pour le développement de notre pays. Pourquoi? Voilà que nous avons un système éducatif qui forme des gens purement, sur le plan purement livresque. Nous n'apprenons pas à utiliser nos mains pour façonner notre environnement. On ne peut pas comparer un collégien togolais et un collégien ghanéen. Ce n'est pas possible. Nous arrivons jusqu'au niveau de diplôme d'ingénieur, mais quand nous voulons changer une ampoule dans notre chambre, on a recours à l'électricien. Vous pensez qu'un élève ghanéen du niveau collège, tous ceux qui viennent ici font coro-coro pour réparer nos chaussures, c'est des techniques qu'ils ont acquises à l'école. C'est pour dire que le chantier est vaste. Mais malheureusement, nous avons à la tête de notre pays des gens qui ne sont omnibulés que par le pouvoir pour le pouvoir. Mais il a dit, dans une certaine année, pas très loin, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Est-ce que c'est juste un slogan? Oui, justement, vous avez trouvé la formule, c'est juste un slogan pour, si vous voulez, abrutir, si vous voulez, les esprits faibles. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Voilà la nation togolaise. Quelque part, il y a une vérité. Et qu'est-ce que la nation togolaise vaut aujourd'hui? Paria de la société, paria de la CEDEAO, qui est à notre secours. Mais nous avons des esprits rebelles qui ne veulent même pas écouter ce que la CEDEAO dit. Quand je vois tout ce qui se passe, on en parlera certainement tout à l'heure sur le recensement, toutes les techniques que les gens utilisent, rien que pour la fraude, je me dis, se maintenir au pouvoir apparaît pour certains comme quelque chose de spécialement vital. Et les Togolais doivent prendre conscience que l'enjeu, ce n'est pas de la rigolade. Parlons de l'école, puisque c'est de cela qu'il s'agit en cette début d'émission. Un professeur ou un enseignant qui intervient dans un milieu où la salle de classe est en clair, est en tôle ou en terre battue, est-ce qu'il y a des interactions sur sa performance? Est-ce que, par exemple, entre lui et l'enseignant qui intervient en ville, les rendements, est-ce que quelque part il y a une différence? C'est tout à fait normal. Vous savez, nous sommes conditionnés par notre environnement. Et quand les conditions de l'environnement ne vous donnent pas les conditions qu'il faut ou ne vous convient pas, vous n'êtes pas à l'aise. Nous sommes dans ce studio en train de faire cette émission.
Mais si on coupe la climatisation, dans quelques minutes, nous allons commencer par suffoquer. Et notre rendement ne pourra pas être ce que nous sommes en train de faire. Si tant est que ce que nous faisons est bon. Ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que notre cadre, je le redis encore, le cadre éducatif est à revoir. Les investissements, nous devons le faire. Nous devons faire en sorte que, d'abord, nous devons prendre conscience que le pays, la valeur d'un pays tient à ses enfants. Et la qualité de la formation de ces enfants-là détermine la qualité de ce pays et de son avenir. Si nous n'utilisons pas les moyens qu'il faut, si nous ne nous sacrifions pas pour la formation de nos enfants, nous condamnons tout simplement notre pays vers son déclin. J'ai toujours dit que je défie tout système, qu'il soit politique ou économique, et même social, qui peut se passer de la jeunesse. Je n'en vois pas. Si vous vous passez de la jeunesse, vous êtes condamné à mort. Alors, cette jeunesse-là, on doit l'entretenir. Et chacun doit faire en sorte que cela puisse réussir. Mais voilà que les gens ont fermé les couloirs et ils se sont embrigadés ou, si vous voulez, embastillés quelque part, rien que pour jouir des biens du pays sans donner. Vous voyez, une année scolaire, l'année dernière, est-ce que c'est une année scolaire? Et en fin de compte, on donne 3 semaines aux enfants pour aller en congé. 4 semaines. 4 semaines, non, mais vous êtes optimiste. Moi, j'ai cru comprendre que c'est 3 semaines. Mais soit 4 semaines. Et alors, 4 semaines pour des vacances, alors que nous n'avons pas de congé de détente dans notre cloisonnement scolaire. Mais justement, ça veut dire que nous ne nous soucions pas de nos enfants. Et c'est ça qui n'est pas sérieux. Ces enfants vont être saturés très rapidement. Et après, le rendement ne sera pas bon. Parce que j'ai enseigné. J'ai enseigné pendant 10 ans. Et je sais ce que cela veut dire pour des enfants. Mais on ne comprend pas justement que dans certains grands pays, vous faites la rentrée en septembre et entre le mois de septembre et le mois de décembre, il y a 2 congés. On ne comprend pas ce temps de repos qu'on n'a pas dans nos pays. Est-ce que quelque part les enfants africains, les Togolais seraient différents des enfants français, des Occidentaux? Je serais tenté de poser la question à ceux qui nous dirigent. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, l'enseignement, c'est le bachotage. On ne sait pas que quand l'esprit a erré, que le rendement devient bon. Et les enfants, à un moment donné, sont saturés dans ce qu'ils ont. Et vous avez les scores. En fin d'année, quels sont les résultats que nous avons? Même les coups de pouce ne donnent pas grand-chose, ce qui n'est pas normal. Et pourtant, le Togo, dès sa naissance, dès le début, a été reconnu comme un pays modèle. Même au temps colonial, nous avons montré aux autres que nous sommes spéciaux. Et qu'est-ce qu'on en a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Notre spécialité, c'est dans le déclin, la négativité. C'est là où on s'illustre le mieux. Moi, je vous ai connu en tant qu'enseignant au lycée de Guédi. Je ne sais pas si, entre-temps, vous êtes retourné dans ce même lycée. Si vous êtes retourné, est-ce que vous avez senti que quelque chose a changé? Rien n'a changé. Je suis allé une fois et je n'ai pas trouvé une modification. C'est les mêmes. Vous savez, quand on était dans ces salles de classe-là, le côté est, ben, le bâtiment là-bas n'est pas aéré, ça reste le même. Et c'est toujours comme ça. Et entre 11h et midi, eh ben, c'est la chaleur terrible et le rendement n'est pas bon, j'ai pu vous l'affirmer. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Bon, c'est vrai que c'est l'année dernière, je ne suis pas allé. Peut-être qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Peut-être vous avez été également élève dans cet établissement. Vous pourriez toujours m'aider à témoigner. Mais pour ce que j'en sais, pour les dernières années où je suis allé, il n'y a pas eu de modification. Les enfants sont à 100, à 70 dans des classes de lycée. Ce n'est pas normal. Vous voulez obtenir quel rendement? Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? L'argent de tous les Togolais. Et quand on investit quelque chose, après on crie sur le toit, comme si c'est un individu qui a sorti l'argent de sa poche pour investir. Ce n'est pas normal. C'est une manière de voir que les Togolais sont moins que rien et on n'a pas de respect pour eux. On peut les blouser, comme dirait l'autre, pour si peu. Vous voyez, pour le recensement, on en parlera tout à l'heure. Nous avions eu le ministre J.B. Bahara il y a 8 jours ici et sur cette question, il a estimé que le gouvernement fait des efforts, mais que les défis sont assez colossaux. Est-ce que vous comprenez quand même les efforts que le gouvernement fait en matière de dotation d'infrastructures dans les milieux scolaires au Togo? Ah, le ministre Bahara, il dit beaucoup de choses, hein, ce monsieur. Bon, soit, il fait des efforts colossaux,
Oh ben voilà le résultat des efforts colossaux. Quand quelqu'un fait des efforts, on évalue. Et au bilan, on trouve quoi? Hein? Des cases qui se fondent sur les enseignants et les élèves. C'est ça le résultat, les efforts colossaux dont on parle. C'est parce que aussi les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Et quel est le train de vie de l'État et des serviteurs de l'État? Quel est leur train de vie? Donc ce que vous préconisez, c'est qu'il faudrait qu'au niveau de l'État, on réduise un peu... il faut réduire le train de vie de l'État pour consacrer la différence là à l'investissement pour améliorer l'école, pour améliorer la santé. C'est capital. Vous savez, aujourd'hui, les Togolais ont peur des centres de santé. Pourquoi? Parce que nos centres de santé ne sont pas dotés. Vous y allez, mais vous êtes laissé à vous-même. Aujourd'hui, même la solidarité togolaise commence par nous fuir. Imaginez un seul instant que vous trouvez un motocycliste Zévidja qui chute. Vous n'avez plus le courage de l'amener à l'hôpital. Parce que vous venez là de commettre un crime. On va vous demander d'aller acheter ceci. On va vous demander d'aller acheter cela. Et les bons samaritains commencent par nous manquer. Est-ce que c'est sérieux? Alors, nous là, nous en tant que Togolais là, qu'est-ce que nous gagnons en étant Togolais, nous? Nous qui ne sommes pas fonctionnaires ou les officiels qui peuvent aller prendre l'avion pour aller se faire soigner en France ou ailleurs, nous devenons quoi? Si même les cas d'urgence ne sont pas prévus dans nos hôpitaux, ça veut dire que nous ne bénéficions pas de notre État. Nous, notre présence dans cet espace géographique n'est que nominale, n'a pas de conséquences pour nous, en tout cas, sauf des conséquences négatives. C'est-à-dire, chaque fois que eux, leur intérêt en jeu, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse, et dès qu'ils obtiennent ça, bon ben, adieu. Nous allons abandonner le thème consacré à l'école, mais pourquoi vous, personnellement, vous avez abandonné la CREI, comme on le dit, la CREI, vulgairement, le métier de l'enseignant? Non, mon parcours est un peu spécial. Modestement, je suis ingénieur génie civil. D'accord? Et puis, j'ai commencé à enseigner au sortir de l'école. Je l'ai fait pendant 10 ans. J'estime que j'en ai assez donné et je suis retourné à mon métier. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ce passage, ce court passage dans ce monde des enseignants? Mes souvenirs sont bons par rapport à mes relations avec mes anciens élèves. Ils sont extraordinaires. Quand ils me retrouvent, certains reconnaissent que je leur ai mis le pied à l'étrier. Beaucoup sont devenus de grands responsables dans ce pays ou ailleurs, ou dans les sociétés internationales. Mais ça, c'est ma satisfaction. Mon regret, c'est que j'ai compris que nos autorités ne font pas l'effort qu'il faut pour améliorer l'enseignement. Et que l'enseignement de qualité auquel nous rêvons, il faudra encore attendre. Peut-être un nouveau régime. Moi, je pense que notre pays, les Togolais aiment aller à l'école. Dans les pays comme le Sahel, les gens n'aiment pas aller à l'école. Nous avons la chance que nos parents ont compris qu'il faut envoyer nos enfants à l'école. Au lieu de capitaliser cela et leur offrir un cadre approprié pour qu'ils deviennent la lumière de l'Afrique, ben voilà, nous sommes dans la négligence et faisons autre chose avec nos ressources. C'est ça ma peine. Mais j'ai aimé ce passage parce que je suis quelqu'un, excusez-moi, ce n'est pas pour me glorifier, mais quand je veux enseigner quelque chose, je le fais avec passion. Comme tous les Togolais d'ailleurs. Et voilà pour ce qui concerne la Journée internationale des enseignants et cette triste actualité qui nous vient d'Afania. Le 5 octobre, c'est également une autre journée pour les Togolais puisque c'était il y a 28 ans. Et le 5 octobre, c'était un vendredi. Les Togolais s'étaient soulevés un peu partout dans la ville de Lomé. C'était un soulèvement populaire. Et faisons un peu de rappel historique. Vous, personnellement, vous étiez où ce jour-là? Ce jour-là, je dirais que j'étais dans mon quartier de Bekpota. C'est tout ce que je peux dire, puisque j'avais déjà quitté l'enseignement et j'étais en ce moment-là directeur technique d'une entreprise de construction. Donc, j'étais à Bekpota et je n'en dirai pas plus. Ce jour-là, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez compris que quelque chose d'historique se passait? Oui, quelque chose d'historique se passait. Peut-être étions-nous des acteurs, je ne sais pas, je ne le dirai pas. Mais je dis seulement qu'il y a eu un barrage, comme on dit, à Bekota également. Et je m'arrête là. Ce qui est important, c'est que ce jour-là, enfin, les Togolais ont décidé
de dire non à la dictature. Et c'est le travail de gens de bonne volonté qui, dans l'ombre, ont façonné cette lutte-là. Et ce ne serait pas trop dire de rendre hommage ici à la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, qui était dans la clandestinité et qui donc a initié son mouvement et sur la base de la clandestinité a coopté des jeunes, particulièrement deux jeunes, Logo Dossoubi et Doglo Agbelego, comme moteurs dans la jeunesse. Cette jeunesse, ils ont pénétré la jeunesse universitaire, ils ont pénétré cette jeunesse universitaire et ensemble, ils ont fait le travail, c'est-à-dire dénoncer tout ce qui n'était pas bon dans la gouvernance du pays, parce qu'il fallait redonner confiance aux Togolais et les sensibiliser. Ce travail a été fait, malheureusement, malgré le système, le cloisonnement, il y a eu transition, ils ont été arrêtés. Les étudiants, bien sûr, tout le monde a été torturé, mais quand on s'est aperçu que le noyau même, c'est les deux militants de la CDPA, j'entends par là Logo Dossoubi et Doglo Agbeleko, on a libéré les étudiants et on a passé au tribunal les deux militants de la CDPA. La suite, nous le connaissons. Le premier jugement, je crois le 21 septembre, le verdict est prévu pour le 5 octobre. Ce jour-là, toute une organisation a été mise en place. Nous ne reviendrons pas là-dessus parce que la lutte n'est pas encore terminée. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette mobilisation-là était inattendue pour le pouvoir, qui se croyait au-dessus de tout était fort. On a montré clairement que ce pouvoir, c'est un tigre à papier. Et ce jour-là, depuis la prison jusqu'au palais de justice, il y avait des Togolais qui étaient mobilisés pour pouvoir même rentrer, faire rentrer même les prisonniers. On a dû les passer sur la tête des manifestants. C'est ce qui s'est passé ce 5 octobre-là. Et dans la salle, qu'est-ce qu'on a entendu? Mais l'hymne national que le général Eyadema a aboli. L'hymne national, l'hymne de notre indépendance, il a aboli et l'a remplacé par Hécaton. Et ils avaient même l'outrecuidance de dire que Salut à toi, terre de nos aïeux là, était hymne de la haine contre Hécaton. Quand on écarte quelqu'un là, c'est l'hymne de l'amour. Mais comment on nous prend pour qui là? Donc, l'hymne là, au moins, a résonné encore pour une première fois. Et libérez-les. Et ceux qui étaient parrainés, ceux qui étaient au tribunal, c'est notre ministre de la Justice aujourd'hui, Pius Agbetomé, qui était le magistrat, qui devint président du tribunal. Et le procureur, c'est notre président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma. C'est eux qui devaient rendre ce jugement-là. Mais mal leur a pris quand M. Assouma a demandé aux forces de sécurité de disperser les gens. La suite, on le connaît. Les gens se sont éparpillés dans la ville et le résultat n'a pas été du tout gain. Ce 5 octobre-là, finalement, la lutte pour la démocratie qui se faisait dans les salons, cette lutte-là était maintenant sur la place publique. Et depuis cette lutte, vue du côté de l'opposition, elle continue, mais vous avez évoqué un tigre à papier parlant du régime togolais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous savez, du temps du général Eyadema, il est arrivé au pouvoir en 1967. Moi, j'avais déjà la raison, officiellement du moins. J'avais la raison. Mais il fut un temps, mais on nous a amenés à comparer Eyadema à Dieu. Les chansons populaires des églises, on a remplacé Dieu par Eyadema. Il devait être éternellement au pouvoir. Comment on peut dire un être humain qui va rester éternellement au pouvoir? On nous a amenés à dire ça, à danser. Et gare à toi si tu refuses de danser. Tous ceux qui ont résisté, quand ils étaient élèves à l'époque, beaucoup ont perdu. Ils ont été renvoyés de leur école. C'est pour ça que je dis la rencontre du Togo avec ce monsieur a été un malheur pour notre pays. Et il était tellement dur. Il était tellement dur. Il a dirigé ce pays de main de fer. Et les gens ont payé de leur vie, ont payé par la prison. Et finalement, dire que ce système sécuritaire, si huilé, où on ne pouvait même pas se confier à sa femme,
parce qu'on pourra toujours vous venir vous arrêter, qu'on dise qu'il y a eu une organisation dans ce pays qui a amené les émeutes du 5 octobre 1990. Il faut avouer qu'on avait vraiment peur du tigre, mais c'était réellement du tigre en papier. Revenons aussi sur écartons tout mauvais esprit qui gère l'unité nationale. En réalité, quand vous parlez de haine, quand on écarte, l'hymne dit qu'on écarte les mauvais esprits. Est-ce que finalement, ceux qui l'ont écrit quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas raison à cette époque de l'écrire de cette façon-là? Vous savez, un pays, c'est un tout. On ne peut pas dire qu'il y a des gens qu'il faut écarter. Parce que vous pensez que c'est comme ça, dans telle direction il faut aller. Alors tous ceux qui ne vont pas dans cette direction-là, ils sont écartés. C'était le temps des partis uniques, de la pensée unique. Oui, mais la pensée unique. Du parti unique. Oui, pensée unique. Alors qu'est-ce qu'on gagne en disant écartons tout mauvais esprit au lieu de célébrer la terre de nos aïeux et la vaillance de nos parents? Et là, le fait que cet hymne nous encourage à travailler et à mener notre parti. Togolais, viens, bâtissons la cité. Ce n'est pas mieux que écartons tout mauvais esprit. Et ceux qu'on appelle les mauvais esprits, c'est quoi? C'était plutôt les bons esprits, les esprits éclairés, qui ne voulaient pas qu'on continue d'embrouiller le peuple. Hein? C'est ça. C'est eux qu'on appelle les mauvais esprits. C'est ça. Et ils le savent très bien. Et personne n'était dupe. Quand vous transformez le peuple togolais en bétail, corvéable à merci, qui doit vous louer du matin au soir, c'est ça les bons esprits? Non! On ne développe pas un pays comme ça. Et d'ailleurs, avec ces pratiquement 40 ans de pouvoir, où on était obligé de regarder dans la même direction, quel est le résultat qu'on a obtenu? Le Togo est un pays émergent. Et maintenant que son fils, je dis bien son fils biologique, a repris le pouvoir. Je vous fais une confidence. En 2005, mon papa, celui qui m'a donné la vie, sur son lit de mort, au moment où les Togolais se battaient pour annuler le coup d'état militaire qui plaçait M. Faure Gnassingbé au pouvoir, mon père m'a appelé sur son lit de mort. Pascal, va dire à tes camarades de l'opposition, faites tout ce qui est humainement possible pour empêcher que ce jeune homme s'assied sur le fauteuil. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez toute votre vie. Quelques jours plus tard, mon père décéda. Et aujourd'hui, qui aurait pu penser qu'après quasiment 15 ans, parce que nous avons commis l'erreur de laisser M. Faure Gnassingbé s'asseoir sur le fauteuil, que nous serons encore en train, après les tueries, mon papa a fait cette prédiction avant même les tueries de 2005. Parce que lui, il est mort le 19 mars 2005. Mais, en avril 2005, au moins 1000 morts. Il est au pouvoir jusqu'à ce jour. Et pratiquement 15 ans après, Pierrot, M. Faure Gnassingbé n'est pas prêt encore à laisser la place à un autre président. Est-ce que mon papa avait eu raison ou non? C'est ça. Donc je vais vous dire que c'est pour ça que je dis, je suis optimiste certes, mais il y a un fond de tristesse en moi. Et quand je vois tout ce qui se développe, aujourd'hui, les gens sont en train de collationner les faits. Par exemple, autour du recensement. On dit, on a vu ceci, on a vu cela. Mais quand vous êtes ce temps, vous vous asseyez pour analyser le comportement de nos amis d'en face, conserver le pouvoir, je vous jure, M. Pierrot Atiobé est vital pour ces gens-là. Et quand c'est vital, nous devons mesurer l'ampleur du travail qui nous attend. Depuis le 5 octobre, le processus démocratique est lancé sur les rails. Je ne sais pas si aujourd'hui ce processus est sur de bons rails ou pas, mais quelle est votre appréciation à vous depuis cette période jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que nous sommes partis pour réussir? Vous savez, le Togo apparaît comme un pays particulier. Les efforts que le peuple togolais a consentis. Aucun pays de la sous-région n'a consenti tant d'efforts pour obtenir la démocratie et l'alternance. Le peuple togolais a tout donné. Tout.
Mais regardez le résultat. Parce que malheureusement, nos frères, parce que c'est mes compatriotes, je les aime autant que les autres. Mais ils sont dans une logique incroyable, une logique improbable, une logique qui donne l'impression que ce ne sont pas des êtres humains, mais des extraterrestres qui sont venus coloniser le Togo. Ils sont dans une logique qui vous font dire, mais qu'est-ce qui peut déterminer, qu'est-ce qui peut motiver des Togolais comme nous à avoir une attitude comme ça? Quelle est la dette du peuple togolais vis-à-vis d'une famille comme la famille Gnassingbé? Quand on nous donne cette dette-là, on va se cotiser pour la payer. On va payer la dette. On leur a tout donné. 50 ans de direction de ce pays. Ils ont tout eu. Oui, mais ils sont toujours là. Oui, est-ce que c'est une question de famille? Mais c'est d'abord une question de famille. C'est d'abord une question de famille. Mais en fait, quand vous avez, aujourd'hui, quand vous avez fait Gnassingbé, qui est Gnassingbé, mais les autres ne sont pas Gnassingbé. Oui, mais écoutez, si je lui dis que c'est une question de famille, je sais pourquoi je le dis. Pourquoi est-ce que vous le dites? Quand le général Eyadema est apparu sur la scène politique, c'était avec qui? C'est lui. Maintenant, il a assis un système. Un système qui a pour vocation de porter sa famille. Et c'est le résultat que nous sommes en train de voir. Sinon, qu'est-ce qui pouvait motiver les gens en 2005 à estimer que parmi tous les Togolais de l'époque, y compris eux-mêmes et leurs enfants, celui qui a plus de mérite, ce ne peut qu'être l'enfant du président Eyadema. Ce n'est pas compréhensible. Mais ils ont cru devoir le faire parce que le système qui a été bâti, tous ceux qui y entrent ont pour vocation de porter cette famille-là. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que ce système est assis sur l'armée. Notre armée en principe. Et l'armée a pour vocation de porter cette famille. Si vous avez des frères militaires, parlez avec eux. Et leur idée est contraire à ce qu'ils sont en train de faire. Mais le système de commandement est tel que votre obligation première, c'est de porter cette famille-là. Sinon, si le général Eyadema était décédé et que l'armée estimait qu'il devait garder le pouvoir, il pouvait nommer un des leurs. Au moins aujourd'hui, on saura que c'est l'armée. Mais ce n'est pas l'armée. Et aujourd'hui, quand vous voyez tout ce que nous dénonçons, les officiers supérieurs, subalternes, et tous ceux qui sont dans les rangs, pris individuellement, vous diront ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bon. Mais nous, on est obligé de le faire. Quand on est dans une logique comme ça veut dire que les gens sont ferrés dans un système. Ils sont coulés dans un moule qui les amène à se comporter comme ça. Et nous, autres citoyens, nous le constatons à nos dépens et le pays régresse. Mais l'essentiel, c'est que dans leur rang, on compte plusieurs milliardaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour vous, le processus n'est pas sur un bon rail. Le processus va souffrir. Mais le processus va aboutir parce qu'un peuple déterminé est invincible. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça aboutira. Ça, c'est sûr. Mais ce que je déplore, c'est le nombre de morts, de blessés, de prisonniers, de gens qui pleurent et qui souffrent. C'est ça qui me fait de la peine. Et ce n'est pas près de se terminer. Et ce qui est grave, c'est que ça reprend de manière épisodique. C'est pour ça que je regarde le peuple togolais droit dans les yeux pour leur dire ce matin, si tant est qu'ils acceptent de m'écouter, pour dire que le combat que nous avons décidé de mener cette fois-ci, nous ne devons jamais baisser le bras avant la victoire. Parce que si nous baissons les bras avant la victoire, ça veut dire que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, la fièvre là va monter encore, il y aura encore des morts, des blessés, des prisonniers. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. Ce que vous dénoncez venant de ce que vous appelez le camp d'en face, est-ce que ce n'est pas de l'ordre normal
de celui qui est au pouvoir de vouloir rester au pouvoir, puisque c'est un peu ce que nous disait il n'y a pas très longtemps un ministre invité ici. Non, vous savez, l'ordre normal, quand on est au pouvoir de le garder, on le fait aussi avec raison. Mais chez nous, ça dépasse les limites. C'est comme, c'est obsessionnel. Je dis, c'est vital. Non, ça ne doit pas être vital. Ça ne doit pas être obsessionnel. Ça doit être tout simplement un jeu politique où on essaye, dans les règles qui sont clairement définies, que nous puissions garder le pouvoir. Mais aujourd'hui, chez nous, toutes les armes sont en jeu. L'argent, la roublardise, les armes, tout ça concourt. Tout ça concourt pour cette seule volonté de garder le pouvoir. Et le peuple togolais n'a rien que sa parole, comme ce que je suis en train de faire, et de dire, de pleurer, d'être dans la rue. Et c'est tout ce qu'on a. Mais quand vous êtes dans la rue, on ne vous permet même pas de vous rassembler à 2 ou à 3, à 5. Dans ce que vous dites là, est-ce que... Est-ce que vous n'exagérez pas? Je n'exagère pas. Mais cette semaine, je suis dans les rues tout le temps. Vous savez, quand ce mouvement a commencé, quand le régime a vu son ampleur, il a fait des concessions. Il a même appelé au secours la CEDEAO. Mais la CEDEAO venue, maintenant qu'on a décidé de négocier et que, si vous voulez, une petite trêve a été décrétée, et voilà, aujourd'hui, si la C14 décide de manifester, vous l'avez vérifié. Vous l'avez vérifié, vous le verrez encore. Parce qu'ils ont estimé que c'est parce qu'ils nous ont laissé nous rassembler que nous faisons pression sur eux. Que ça ne se passera pas. M. Bahara, que vous citez si bien, il a dit qu'il y aura plus de 19 novembre. 19 août, je veux dire. Mais je le lui ai dit qu'il risque d'avoir tous les jours le 19 août au Togo. Parce que c'est la seule arme que nous avons. Parce que nous ne voulons pas qu'on aille trop loin. Mais je pense qu'eux, dans leur schéma, ils sont même prêts à passer sur le corps de tous les Togolais, pourvu qu'eux, ils soient vivants et qu'ils jouissent des délices de l'État. Ce dimanche, la question qui intéresse véritablement les Togolais, c'est aussi la question du recensement électoral. Et au moment où nous sommes en studio, je ne sais pas si vous avez une idée de l'affluence ou non qu'il y a dans les centres d'enrôlement des électeurs, des potentiels électeurs. Je ne suis pas passé par là parce que la Libye, je dirais que ça ne m'intéresse pas. Mais sur tout ce qui s'est passé cette semaine, un travail se fait et les résultats seront connus. Ce qui est sûr, c'est le bien fondé même. Le bien fondé même de ce recensement que je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, je vais vous donner une image. Vous êtes deux coépouses, puisque le pouvoir a épousé le Togo, comme la C14 c'est notre pays. On nous dit de faire une cuisine ensemble. L'épouse pouvoir unir ferme la cuisine et laisse l'épouse opposition dehors. Et des gens sont venus de l'extérieur pour nous aider à régler le problème du Nord. Épouse unir. Dans la cuisine, vous devez être 8. L'opposition que vous avez vu dehors aussi doit être 8 dedans. Et ensemble, vous allez faire la sauce. Et la pâte pour la famille. Ou pour que vous mangez ensemble. Et alors même que vous n'avez pas encore ouvert même la porte de la cuisine, vous dites pas la fenêtre à votre coépouse dehors. Moi, j'ai fini de préparer. Hein. Si vous voulez manger, venez, on va manger. Mais il faut être fou pour aller consommer ce repas-là. Si ce repas n'est pas empoisonné, au moins, il va contenir un interdit pour vous qui êtes dehors. Parce que vous n'avez pas participé à la préparation de ce repas-là. Et ça, on trouve que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas normal.
Regardez tout ce qui se passe. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des élections au Togo, RPT Uni a une stratégie. C'est de mettre sous pression l'opposition, en le plaçant devant les faits accomplis. Et c'est un mouvement continu. Vous verrez que bientôt, quand la CEDEAO va essayer de leur amener à la raison pour dire, bon, il faut que les autres aussi soient là et qu'on refasse le recensement, etc., vous allez voir qu'ils vont ajouter autre chose. Mais c'est ça, les Togolais ne comprennent pas que nous parlions tantôt des années 90, mais depuis cette époque-là jusqu'à maintenant, c'est devenu un refrain. Que l'opposition et le pouvoir ne s'entendent presque sur rien. Non, ce n'est pas que le pouvoir et l'opposition ne s'entendent presque sur rien. Le pouvoir a la stratégie de détourner l'attention des gens sur les problèmes réels. Nous sommes dans les rues pour les réformes. Ceux qui sont venus nous aider, normalement, ils sont venus nous aider pour qu'on obtienne les réformes. Mais quel est le débat qui a cours aujourd'hui? C'est le problème des élections, c'est le problème des recensements. Pourquoi? Mais c'est stratégique. Mais vous êtes tout le temps sous pression, devant les faits accomplis. Tout ce qu'il y a comme fraude. Quand j'entrais au studio tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui montrait 2 cartes d'électeurs de la même personne, délivrées par le même bureau. Voilà. Parce qu'eux, ils ont besoin de ça pour pouvoir gagner, entre guillemets, ce qu'ils appellent les élections. C'est pour ça que tout est organisé. C'est-à-dire, comme on dit, on marque le but dans le cafouillage. C'est quand il y a le cafouillage là, c'est ça que UNI et le RPT adorent. Alors, vous voulez que nous, on s'associe à ça? Moi, je voulais inviter le peuple togolais à être calme. Tous ceux qui s'alarment en disant, ah, si on ne va pas se recenser, on va faire quoi? Vous allez devenir quoi? Vous serez toujours des Togolais. On ne demande pas aux Togolais de ne pas se faire recenser. Les Togolais se feront recenser dans les bonnes conditions. Ce qui se passe actuellement est unilatéral et frauduleux. Nous leur demandons de ne pas aller faire ce qui est unilatéral et frauduleux. Le mot, c'est parce que s'ils le font, eh bien, les gens vont considérer que, bon, il y a eu recensement et c'est bon. Mais on sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je voudrais dire aux Togolais que tous ceux qui disent que si on ne se fait pas recenser, parce qu'on nous a dit que si on ne le fait pas, on ne peut plus nous donner l'argent du FNFI, tout ça là, est-ce que la carte d'électeur devient un élément de chantage du pouvoir qui est censé gérer le bien de notre pays? Il y a même jusqu'à des préfets qui vont dire aux élèves l'avenir de notre pays, qu'ils ont besoin de cartes d'électeurs pour faire la carte d'identité. Rien que pour les pousser à aller faire des choses comme ça. Mais ce pays, on va où? Je vous en supplie, mes frères d'en face, mes frères d'RPT unis, il arrive un moment où nous devons prendre conscience et essaimer l'amour dans ce pays. Et votre attitude cavalière de pousser, de chevaucher les Togolais pour nous conduire dans l'impasse, ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Est-ce que quelque part, vous êtes conscient que les Togolais, à un moment donné, soient démotivés, même par la chose politique, vu que ce terrain-là est émaillé tout le temps de dissensions entre pouvoir et opposition? Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Si un Togolais aujourd'hui, consciencieux, dit qu'il est démotivé, qu'il est fatigué, etc., mais je lui dirais, ben, il a embrassé l'esclavage. S'il veut continuer à être esclave d'une famille ou d'un système, soit. Mais s'il n'est pas d'accord de demeurer esclave d'une famille ou d'un système, et qu'il veut être Togolais à part entière, libre et agir pour son développement, il ne doit jamais se lasser jusqu'à la victoire finale. Cette victoire, nous la voulons pour tous les Togolais, y compris ceux qui se comportent mal aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. On venons de passer 45 minutes ensemble avec notre invité du jour, le secrétaire général adjoint de la CDPA. CDPA, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir dans l'émission, comme c'est de tradition, sur nos 2 numéros, 70 43 09 70, 70 43 09 70, et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, Bozambo. Bien, merci. Bien, merci. On a compris vos embaux. On va donner la possibilité à notre invité de réagir. Oui, allez-y. Non, je dirais à Bozambo que, effectivement, les témoignages dont il parle, ce n'est pas la CEDEAO, mais c'est d'abord l'Union européenne et puis la francophonie qui a identifié que plus de 75% des Togolais sont sur la liste électorale sur la base de témoignages de soi-disant notables de nos localités. Regardez la ville de Lomé. Moi qui suis ici, là, vous pensez que celui qui est censé être notable dans mon quartier me connaît? Et mais si je vais là-bas, je dis, bon, moi aussi je suis de ce quartier, et il ne pourra jamais dire non. Ils ne sont même pas là à la limite. Et donc je vais m'inscrire. Ils ont estimé que ça fait que notre liste est une liste dévoyée et qu'il faut revoir ça. C'est pour ça d'ailleurs que l'opposition, la C14, dans ses propositions dit ceci. Le moment est venu pour que les Togolais aient leur acte de naissance, leur nationalité et une carte d'identité. Et que cette occasion, il faut en profiter, sachant très bien que l'Union européenne et d'autres institutions sont prêtes à nous aider à transformer le recensement actuel en un forum qui permet aux juges de délivrer un acte de naissance, une nationalité, une carte d'identité. Et c'est sur la base de cette carte d'identité maintenant que vous allez vous inscrire sur la liste électorale. Là, on saura que définitivement, le problème est réglé. Ça permettra même à nos enfants qui vont aux examens les souffrances que les gens endurent. Un pays dans lequel plus de 75% de la population active n'a pas de pièce d'identité, est-ce que c'est sérieux? Et on veut faire ça unis, sachant que ça, si on le fait, ça va être transparent, eh bien, ils se mettent à courir. On court dans tous les sens pour faire ce qu'on est en train de faire. Et finalement, pour aller dire maintenant aux femmes qui ont besoin justement de carte d'identité, qu'on aurait pu leur octroyer par ce que nous proposons, pour leur dire que maintenant, la carte d'électeur, là, va leur servir comme pièce d'identité pour voyager. Allez à la frontière pour présenter une carte d'électeur, on va vous refouler. C'est de ça qu'il s'agit. Un pays où nous avons des dirigeants qui ne sont pas capables de dire la vérité, ce pays-là est condamné à sa perte. Alors, deuxième auditeur. Oui, oui, bonjour. Oui, Pelé, vous êtes à l'antenne. Bonjour, monsieur Pelé. Bien, merci, Pelé, pour les deux questions.
Non, je vais dire à mon frère Pelé que si la C14 demande au peuple togolais de prendre son destin en main, le peuple le fait. Pour empêcher les élections de se dérouler, ça appartient encore au peuple togolais, ce n'est pas la C14. La C14, individuellement, je suis dans ce studio-là. Je ne suis pas sûr que je peux terrasser Pierrot. Hein. Je n'ai pas la force, je suis plus âgé que lui. Il a plus de force que moi. Donc je ne représente rien. Mais si les 7 millions de Togolais se lèvent aujourd'hui et disent, pas question qu'il y ait des élections au Togo, qui va le faire? Donc, ce qu'il est en train de dire là reste toujours dans le camp du peuple togolais et de tout le peuple togolais. Maintenant, vous avez dit que le président de la CENI avait derrière lui une CEDEAO, entre guillemets. Bon, je n'ai pas vu l'image, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous savez, nos responsables politiques au Togo ici ont l'art de roubler et ils savent de quoi il s'agit. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire attention à tout ça là. Une chose est sûre, le peuple togolais aujourd'hui garde son calme, observe. Et le gouvernement togolais et la CEDEAO. Je dis, le peuple togolais aujourd'hui est calme, observe. Et le gouvernement togolais et la CEDEAO. Si par extraordinaire, la CEDEAO ne joue pas son jeu dans l'intérêt du peuple togolais, les Togolais tireront les conséquences. Aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de dire quoi que ce soit. On nous a dit que pour que les élections se déroulent au Togo, il faut que la C14 fournisse 8 personnes à la CENI. Nous les avons désignés, que UNIR en désigne 8. Eux aussi, ils disent qu'ils l'ont désigné. Eh bien, ce sont ces 16-là, plus 1, qui va être l'arbitre que nous allons tous désigner ensemble. Ce sont ces 16-là qui vont organiser les élections. Tout ce qui se passe en dehors de ça, peuple togolais, ne vous concerne pas. C'est ce que nous voulons faire comprendre aux uns et aux autres. Tout ce qu'on vous raconte pour vous fragiliser. On sait que la base sociale est fragile parce que nous avons une paupérisation très avancée. Mais gardez votre dignité. Nos parents étaient autant pauvres en 1958, mais ils se sont battus des années 40 jusqu'à 58 pour obtenir l'indépendance. Bien, merci. On va essayer le troisième auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Je crois qu'on a un problème avec cet auditeur. Il n'a pas le retour, donc on va prendre derrière lui un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Candidat, comment vous allez? Ok, allez-y. Bonjour, monsieur Kanidek. Bien, merci. Vous avez bien examiné la situation, bien observé. J'aurais pour vous dire que je ne comprends pas ce qui se passe, mais ce serait la langue de bois. Vous savez, UNIR a cru devoir faire une CENI à 13 pour fonctionner. Et donc, il a coopté ses alliés, y compris ceux qui sont dans le gouvernement avec lui, donc dans la majorité présidentielle, pour faire cette CENI à 13 qui continue de faire le désordre que nous observons aujourd'hui. Maintenant que la CEDEAO a tranché 8-8, l'UNIR ne sait pas quoi faire des 4 membres qu'il a choisis pour l'accompagner. Et on nous a informé par ailleurs que l'UFC, membre du gouvernement togolais depuis 2010, estime qu'il est de l'opposition et qu'il a droit à une place pour l'opposition. Quand vous appartenez à une famille, la famille du gouvernement, si on vous aime vraiment dans la famille du gouvernement, pourquoi eux, ils n'ont pas estimé qu'ils pouvaient vous donner une place dans leur quota? Voilà. Donc,
Nous disons au niveau de la C14, c'est le problème d'unir. Il n'a qu'à se débrouiller pour voir comment... La question de l'auditeur, c'est qu'aujourd'hui, là, les Togolais ne comprennent pas. Oui, Vous avez, mais vous avez désigné les 8 et l'Assemblée nationale, en principe... Oui, mais justement, c'est l'explication, c'est la jeunesse. Donc aujourd'hui, unir et donc par ricochet ce qui convient d'appeler la majorité parlementaire a des difficultés pour s'en sortir. C'est pour ça que ça traîne. Quelle solution trouver à son ami de l'UFC où il paraît que... Le problème aujourd'hui, c'est l'UFC. Ah oui, mais c'est l'UFC, non seulement a rencontré les facilitateurs pour leur expliquer qu'eux, ils sont du gouvernement, mais ils sont de l'opposition et qu'ils ont droit à une place. Et les facilitateurs leur disent que ce que vous êtes en train de raconter là, nous, ça n'est pas logique, ça n'existe pas, nous, on ne comprend pas. L'UFC a été obligé encore d'écrire maintenant à l'Assemblée nationale pour dire que lui maintient sa place. Et maintenant, l'Assemblée nationale veut demander maintenant à la C14 de donner une place à l'UFC, ironie du sort. Nous disons, mais nous, on ne vous comprend pas. Donc, pour le moment, ils sont en train de chercher la solution. C'est très important. Oui, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand on se réfère à l'un des derniers communiqués du comité de suivi, il était clairement dit que les deux parties prenantes s'engagent à se partager les sièges au niveau de la CENI à 8. Donc, on ne comprend pas. Et la question de l'UFC, est-ce que c'est cette question qui fait traîner aujourd'hui Pour moi, je pense que oui. C'est ça qui fait traîner. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Parce que notre pouvoir a toujours l'habitude de prendre la part léonienne, ce qui est gros, le gros morceau toujours. Donc, pour aller aux élections, il s'agit d'abord d'empiéter sur la plate-bande de l'opposition. Et les outils, les instruments qu'ils utilisent, c'est l'UFC, c'est des fois le PDR, etc., pour pouvoir faire ce travail. Maintenant, ce que je ne comprends pas, et ça, je pose la question franchement à UNIR. UNIR, c'est votre affaire, mais pourquoi vous préférez le PDR à l'UFC qui est au gouvernement? Le PDR n'est pas au gouvernement, non. Pourquoi vous le préférez à l'UFC? Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Votre nom. Ok. Bien, merci, même si on n'a pas très bien compris. Notre invité va quand même... J'avoue que je n'ai rien entendu. La voix était... Je n'ai rien entendu. J'ai entendu Cogeres. Parle des fonds publics qui seraient gérés, qui seraient mal gérés en réalité. Je crois que c'est le fonds... et que c'est ça qui empêche les établissements scolaires ou bien la santé de se développer au Togo. Il parle de l'école. Vous n'avez pas très bien compris, donc on va retourner au téléphone. Parfait. On a quand même... votre message est passé. Allô? Oui, bonjour. Vous avez un poste récepteur à côté de vous. Ce poste nous gêne énormément. Et vous voudrez bien l'éloigner un peu? Oui, allez-y, on va voir. On vous appelle comment? Zangira, allez-y.
Oui, en fait, oui, sa question, ça tourne autour de la disposition ou non des machines dans les centres de vote. Il voudrait savoir si c'est fait sciemment pour décourager certains, puisque dans sa zone, au niveau de Zanguera, il y a certains qui sont sortis, mais ont du mal à se faire enrôler. Vous savez, RPT Unir a des techniques. RPT Unir cherche souvent à minimiser l'inscription, le recensement des électeurs dans les zones qu'il estime favorables à l'opposition. Ça aussi, c'est une technique. Et ce n'est pas innocent qu'on prend toujours comme première zone la zone qui est censée être favorable à l'opposition, pour que tous les problèmes qu'on peut rencontrer soient réglés avant d'aller dans la zone qui leur est favorable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe à Zanguera est la preuve que l'impréparation est totale. Mais on ne sait pas pourquoi les gens sont en train de forcer. Vous-même, vous l'avez vérifié. Vous êtes inscrit à Baie et sur votre carte se retrouve Saint-Cassé. La dame là va voyager pour aller voter à Saint-Cassé. C'est pour ça que nous vous demandons de rester chez vous, de ne pas vous intéresser à ce qui se passe. Mais la manipulation atteint un tel niveau que le Togolais est victime de la peur. Je vais vous dire une chose, sans vouloir donner de leçons. La peur est le pire ennemi de l'homme. Notre invité du jour, c'est Pascal Doko. Il est le secrétaire général adjoint de la CDPA, membre de la coalition des 14 de l'opposition. Nous sommes au D12 de Pyramide FM avec les deux numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Bonjour. Bien, merci. Oh, vous savez, je vois souvent les gens argumenter en disant que c'est dans la loi qu'il est dit que on peut être au gouvernement pourvu qu'on déclare à l'Assemblée nationale qu'on est de l'opposition et ça devient valable, et que c'est la même loi qui porte statut de chef de file de l'opposition. Donc, écoutez, si vous donnez une dictée à un enfant et que l'enfant fait une faute dans sa dictée, vous allez dire que vous n'allez pas corriger l'enfant pour la faute unique là parce qu'il a tout écrit correctement, donc il a fait zéro faute. Je ne crois pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On ne construit pas un pays sur le mensonge. Quand quelque chose n'est pas bon, on l'enlève. Et puis, je voudrais vous dire que l'opposition n'est pas dans la rue pour pleurer pour un quelconque statut de chef de file de l'opposition. Nous voulons la démocratie au Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'on cesse de nous fatiguer avec des errements de ce genre. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est... Oui, comme allez-y.
Bien, merci. Non, mon frère, vous avez parfaitement raison. Ce que le système politique qui nous gouverne, nous régente, a mis en place, c'est la manipulation des populations. Avec le concours de tous ceux qui satellisent autour d'eux. Vous avez dit FNIFI, c'est un système financier du gouvernement. Alors si on leur dit, vous, les femmes qui viennent, qui ne vont pas amener la nouvelle carte, il ne faut plus travailler avec eux, mais c'est une faute grave. C'est anticonstitutionnel. C'est une manière de chercher à prendre les gens en otage. Ce n'est pas normal. Et je dis que tout ça concourt à fragiliser le peuple. Oui, la patrouille. Si on donne des consignes à la patrouille, que si quelqu'un se déplace et il n'a pas sa carte d'électeur, est-ce que je dois avoir ma carte d'électeur sur moi dans la rue parce que je vais aller voter dans la rue? Ce serait un abus de la part de ce gendarme ou de ce policier. S'il m'arrête et me demande ma carte d'électeur, parce que je suis censé garder ma carte d'électeur à la maison pour ne le présenter que le jour du vote. Donc tout ça montre suffisamment quelle est la nature de ce régime. Ce régime est un régime totalitaire, un régime qui ne cherche pas le bonheur du peuple, un régime qui régente les Togolais comme des esclaves dans leur plantation. Vous parlez de la feuille de route. Mais bien sûr, je l'ai dit d'entrée de jeu que c'est la technique du RPT Unir, quand approchent les élections, de toujours mettre la population sous pression du fait accompli. Et donc, les Togolais étaient dans les rues. Pour les réformes, vous voyez, avec leur comportement et la panique que ça entraîne, ce comportement, parmi la population même, montre suffisamment qu'ils cherchent à déplacer le problème. Mais les Togolais doivent rester vigilants. Et je suis d'accord avec vous que nous devons avoir d'abord les réformes et après les élections. Il paraît que M. Bagara, le fameux, a dit qu'on fera les réformes avant d'aller aux élections, mais tous les jours qui se lèvent sur ce Togo-là, M. Bagara court dans tous les sens pour qu'il y ait des élections et ne parle jamais de réformes. C'est des manipulateurs hors pair. Ce que les Togolais doivent comprendre, nous ne sommes pas dans la rue pour réclamer des élections. Les élections doivent être ce qui vient clôturer les réformes pour désigner ceux qui sont capables de diriger notre pays. Il est clair que si aujourd'hui la stratégie consiste encore à nous pousser vers les élections et à oublier les réformes, alors là, le gouvernement se trompe. Ce que les Togolais ne comprennent pas aussi, il faudrait le dire, c'est qu'aujourd'hui, quand ils parlent de recomposition de la Cour constitutionnelle, des réformes qui ont été actées par la feuille de route, les Togolais n'écoutent plus ou n'entendent rien venant de la CEDEAO. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, pas très longtemps, une réunion du comité de suivi, mais depuis cette réunion du comité de suivi, le recensement est en route. Un de nos auditeurs a signalé qu'il a eu la présence des experts électoraux aux côtés du président de la commission hier à la télévision nationale. Est-ce que tout ça, à un moment donné, les Togolais ne se sentiraient pas perdus, ils ne comprennent pas ce qui se passe? Oui, c'est aussi les difficultés de ce qu'on appelle la diplomatie. Mais que dit la CEDEAO là? J'en viens. J'ai dit déjà il y a 2 semaines que le moment est venu pour que la CEDEAO évite les formules alambiquées pour parler un langage de vérité à notre régime. Mais ça tarde à venir. Parce que nous sommes dans un environnement diplomatique où il faut faire des contorsions pour dire certaines choses. Et le temps de faire ces contorsions pour le dire, eh bien, RPT Uni avance. Mais ils n'ont qu'à savoir au niveau de la CEDEAO que si cette affaire se conclut mal, ils emporteront la lourde responsabilité. Et que les Togolais n'ont pas la mémoire courte. Nous les avons vus jouer en 2005. Nous espérons que cette fois-ci,
ils ne nous conduiront plus à l'abattoir. Il y a certains qui disent que vous faites trop confiance à la CEDEAO, que vous risquez d'être déçus. Est-ce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit là? Oui, on peut le dire, mais nous ne faisons pas que confiance à la CEDEAO. Nous estimons que une institution aussi sérieuse que la CEDEAO, qui a fait ses preuves par ailleurs, par exemple la crise en Guinée-Bissau, en Gambie, alors nous on ne va pas dire qu'on ne peut pas faire confiance. On peut faire confiance. Vous faites trop confiance, c'est ce que les gens disent. Oui, mais le trop est de trop. Le trop qui s'utilise est de trop parce que aujourd'hui, nous avons dit que le combat est d'abord le combat du peuple togolais. Et nous n'avons jamais cessé de le dire aux Togolais. Mais quand on vous tend une perche, vous tenez. Mais ça ne nous dispense pas de notre capacité à nous battre. Donc le trop est de trop parce que nous ne nous levons pas avec la CEDEAO et nous ne nous couchons pas avec la CEDEAO. Nous essayons de trouver les solutions pour régler les problèmes togolaisement. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? John. Oui, John, allez-y. Je vous salue. Bien, merci. Non, je crois que je ne veux pas vous décevoir, mais je vous dirais que la question n'est peut-être pas bien formulée. Elle doit être formulée de la façon suivante. Qu'est-ce que le peuple togolais qui veut le changement doit faire pour empêcher cette élection? Pas ce que nous, 14 partis politiques, nous pouvons faire. Le combat que nous menons, par le fait même que nous soyons ensemble, 14 partis politiques, mais ensemble, prouve à suffisant que ce n'est pas un combat politique, mais c'est un combat citoyen. Et ça nous concerne tous. Et tous ceux qui se retranchent dans le confort de leur maison, pensant que ce combat-là, c'est le combat de Mme Adjamagbo, Jean-Pierre Fabre, Bertrand Boybo et tout ça, se trompent lourdement. C'est notre combat citoyen. Quand les problèmes de ce genre se sont posés ailleurs, comme au Burkina Faso, ce n'est pas les partis politiques qui l'ont réglé, c'est le peuple qui s'est levé et a tiré un trait dessus. Soyez mobilisés, le moment vient et vous allez montrer que ce que nous voulons, nous en tant que peuple, c'est ce qui doit se passer sur la terre de nos aïeux. Allô? Bonjour. Kodjogan. Kodjo, oui, allez-y. Bonjour, monsieur Kodjo.
Merci. Non, ça, je vais vous dire une chose, hein, c'est que quand la vraie CENI va s'installer, il mettra son mécanisme en place et le format de la carte ne devra pas être nécessairement le format de la carte qu'on utilise aujourd'hui. N'oubliez pas qu'au niveau de la C14, nous récusons l'opérateur technique ZETES parce que nous estimons que nous ne lui faisons pas confiance et que les problèmes qui sont devant sont énormes. Tout ce que le RPT Unir fait là, à la limite, ils sont en train de gaspiller l'argent du contribuable. Et peut-être devrons-nous leur demander des comptes le moment venu. Parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Imaginez un seul instant. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ce n'est pas toujours la vérité, mais des images à l'appui montrent à suffisance qu'il y a des acteurs qui déplacent les populations par bus entier pour aller se faire inscrire. Dans quel but? Ça veut dire quoi? Et ça, nous allons considérer ces cartes-là comme valables? Non, nous n'allons plus tomber dans des jeux de ce genre-là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent jouer le match seul, bon, ils n'ont qu'à jouer le match seul. Mais s'ils veulent jouer les matchs avec les Togolais, en ce moment-là, tout doit être repris correctement. Quand vous parlez de la vraie CENI, quand vous parlez des contentieux avec ZETES, vous mettez quelque part en cause même la date du 20 décembre. En fait, est-ce que c'est ça? Si c'est ça, que le pouvoir maintient, reste dans sa logique, est-ce qu'on s'achemine vers une élection boycottée, notamment par la coalition? Non, je préfère ne pas m'engager dans ce sens. Le 20 décembre, il y a une voix plus autorisée que moi qui a dit de ne pas verser dans le fétichisme de date. RPT Uni, le gouvernement togolais et la C14, nous savons tous que le 20 décembre, il n'y aura pas d'élection législative au Togo. Donc, pour nous, on est calme et serein. Parce que nous devons trouver une date quand la vraie CENI sera installée. C'est quoi la vraie CENI? Mais la CENI recomposée, 8-8, avec un président consensuel. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous voyez, quelle est la légitimité même de ce que vous appelez la CENI aujourd'hui? À supposer même qu'ils avaient une quelconque légitimité au départ. Depuis le dernier rendez-vous, le 23 septembre, je crois, que le comité de suivi est venu. Cette CENI-là a encore une légitimité? Elle a encore une légalité? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Où sont les 8 des autres partis? Et donc, ils sont en train d'avancer. Et vous voulez que nous vous considérons ça parce que c'est un coup de force, alors nous allons nous aplatir devant eux? Ce que vous souhaitez, c'est de suspendre le processus en attendant... Mais c'est ça qui est logique. S'ils avaient suspendu le jour où le comité de suivi était venu, ou bien le 31, qu'ils avaient suspendu ça, et que nous avions discuté pour faire 8-8, etc., on aurait déjà fait un mois de processus ensemble. Il n'y a pas très longtemps, je cite encore le ministre, il parlait de délais légaux. Légaux par rapport à qui? Les délais légaux. Par rapport à qui? Délais légaux par rapport à la constitution togolaise ou bien par rapport à sa personne? Sans doute par rapport aux tests du pays. Mais les tests du pays sont suffisamment clairs, M. Pierrot Atiobé. Mais que disent-ils, ces tests? Ces tests disent que l'Assemblée nationale, les députés restent en fonction jusqu'à ce qu'on élise une nouvelle Assemblée. Et n'oubliez pas qu'en 2013, on devrait aller aux élections en 2012. Mais on a passé une année à nous organiser dans la même configuration où chaque fois on crée un problème pour n'aller qu'une année après. Le Togo n'a pas disparu de la planète. Et je vous dis que nous ne sommes pas allés dans la rue pour pouvoir réclamer des élections. Nous sommes allés dans la rue pour les réformes. Et nous, on ne les a pas encore. On nous parle d'élections et on dit que le Togo va... Vous pensez que le 20 décembre est une date où si on ne fait pas élection, le Togo va disparaître? Ils ont peur de disparaître eux-mêmes de la tête du pays. Et c'est pour ça qu'ils font une course folle. Nous allons insérer un dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Nous vous écoutons.
Bien, merci. J'ai pas pu noter votre... Oui, oui. Un sursaut patriotique. Oui, le sursaut patriotique, c'est ce que nous appelons de nos voeux. Et le sursaut patriotique consisterait, quand on est dans une famille, de se comporter avec un esprit de famille. Et que la famille Togo requiert, pour faire des élections, que nous nous mettions ensemble pour le faire. Et pour le faire ensemble, on a dit, les règles de jeu, c'est 8-8. Que les 16 personnes se réunissent, trouvent une 17e personne, et que nous organisons les élections. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Et ceux qui refusent d'accepter les autres, c'est à eux de faire le sursaut patriotique. Pour une fois dans leur vie, c'est centenaire. C'est de ça qu'il s'agit. On a connu, cette semaine qui s'achève, on a connu quand même beaucoup d'agitation autour d'un des acteurs de la scène politique du Togo. Il s'agit de l'ancien député Nicodème Rabia, actuellement président du parti Les Démocrates. Je ne sais pas si vous avez de ces nouvelles ce dimanche. Bon, j'ai des nouvelles, mais